Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce question-réponse. J'aurais bien aimé faire un live et répondre en direct à vos questions, mais dans ma région, ou tout du moins dans ma commune, le débit internet est tellement bas qu'il est inenvisageable de faire ce genre d'exercice. Donc je le fais sous cette forme-là pour essayer de répondre à vos questions qui sont relativement nombreuses sur les 7 premiers épisodes de la série. Nous sommes samedi, hier est sorti l'épisode 7, lundi sortira donc l'épisode 8 et donc je vais répondre aux questions des 7 premiers épisodes. Je commence par la première question qui m'est posée sur la dimension des plots. Et plus généralement, il y a plusieurs questions sur les plots, donc je vais essayer de les recenser et d'y répondre. Donc ce sont des plots qui sont réglables de 80 mm à 140 mm. Enfin, ça, c'est ce qui est vendu. En réalité, quand on est à 140, la partie supérieure n'est plus emboîtée dans la partie inférieure. Donc moi, j'ai considéré plutôt que c'était des 80-120, ce qui fait un réglage de 4 cm. Si j'ai bien compris, la couleur de la bague, ici c'est une couleur verte, indique la hauteur de réglage. Donc à chaque hauteur correspond une bague d'une couleur différente. Alors, est-ce que ça a un nom? On me pose la question de savoir si ça a un nom particulier. A priori non, ce sont des plots PVC pour terrasse. Voilà, c'est comme ça que je les ai trouvés en fait. Paquito me dit qu'il a essayé ou qu'il a voulu essayer et qu'il a abandonné les plots parce qu'il pensait que c'était pas très stable. Je me le suis laissé conseiller par mon magasin de bricolage et il me proposait donc un plot tous les 50 cm. J'ai vu des vidéos, notamment des vidéos de personnes qui sont relativement plus expérimentées que moi, qui espacent beaucoup plus ces plots. Alors, le fait de les avoir mis tous les 50 cm, c'est contraignant parce qu'il faut bien niveler le sol. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de flexion et que comme les lambourdes sont à 50 cm, ça veut dire qu'au mètre carré, il y a 9 plots. 9 plots. S'il porte bien, à mon avis, la stabilité d'un mètre par un mètre est largement assurée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque j'ai terminé le plancher, et il n'y a pas de mouvements latéraux du plancher. Donc je ne suis pas inquiet pour la stabilité. Je vois que d'autres me disent que j'aurais dû utiliser 3 plots réglables sur la longueur et mettre des plots en ciment au milieu. Alors je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire les plots en ciment, est-ce que c'est des plots en ciment déjà fabriqués ou fabriquer des plots en ciment? Bon, moi j'ai préféré rester uniforme et respecter les conseils de mon professionnel là, qui m'a vendu les plots. Et enfin, quelqu'un m'a laissé un lien en me donnant des pièces que l'on rajoute sous les plots qui augmentent la surface de contact pour une meilleure stabilité. Mais comme je l'ai expliqué, au mètre carré j'ai 9 plots. Donc ça fait quand même une grosse surface de contact, sachant que la semelle fait à peu près 20 cm de diamètre. Donc si problème de stabilité il y a, c'est plus par rapport à la structure même du plot, qui quand elle est complètement dévissée, est complètement désarticulée. C'est plus là que sur la surface de contact. Alors ensuite, j'ai plein de questions sur l'isolation du plancher. Puisque vous l'avez vu, j'ai mis une bâche polyane au sol pour éviter les remontées d'eau, mais qu'entre cette bâche polyane et le panneau d'OSB, je n'ai rien mis. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, elle est que cet atelier, ce n'est pas une pièce de vie. Donc, ce n'est pas forcément un endroit que je veux avec un confort comme celui que je voudrais dans ma salle de bain. Donc, même ici, dans l'atelier où je suis, dans le garage où je suis, il n'y a pas d'isolation. Je suis directement sur une dalle béton qui est posée sur le sol. Donc, si je prends la température de la dalle béton l'hiver, elle n'est pas très chaude. Et en ce qui concerne l'humidité, si mes souvenirs sont bons, quand le maçon a fait cette dalle, il n'a pas mis de bâche en dessous pour éviter les remontées d'eau. Donc je suis vraiment sur le sol, sauf que c'est du sol béton, ici. Alors en étant de l'autre côté, en étant sur ce plancher bois, j'ai un matelas d'air de 12 cm. Le matelas d'air, ça c'est un isolant. Par contre, ce n'est pas un isolant phonique. J'ai des commentaires en me disant que les menuisiers intercalent entre les planches d'OSB et les lambourdes des cales. Mais ça, c'est plus pour les bruits de vibration entre la dalle et entre les dalles déjà, et entre les dalles et les plots ou entre les dalles et les lambourdes. C'est pour éviter qu'il y ait le grincement qu'on entend quand on marche et qu'il y a la légère flexion. Moi, c'est pas ça ne m'inquiète pas.
Comme le disent certains, une fois que j'aurai mis du mobilier dans l'atelier, que j'aurai mis mes machines, que j'aurai mis les placards, que j'aurai mis d'autres objets, eh bien ça ne fera pas comme une pièce vide, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être dans une pièce vide. Et si vous avez comme moi bricolé dans la maison, vous savez que quand vous avez enlevé tous les meubles et que vous êtes en train de tapisser, eh bien il y a une drôle de résonance. Il y a beaucoup plus de résonance que dans une pièce où il y a les meubles, ne serait-ce que les meubles. C'est un choix que j'ai fait de laisser vide sous les dalles. J'ai peut-être fait le mauvais choix. Bon, ensuite, il y a une question que je n'ai pas réglée et que je ne réglerai pas pour l'instant, c'est de faire passer sous ces dalles des gaines, notamment les gaines d'aspiration, les gaines électriques, et ça doit passer sous les dalles. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire pour faire ça, mais pour l'instant je ne l'ai pas du tout anticipé. Ça c'est un vrai problème qu'il faudra que je règle un jour. Allez, j'ai toute une série de questions maintenant sur la structure des cloisons. Je l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas assez expliqué, je voulais que ce soit une structure légère. Qu'est-ce que j'entends par structure légère? C'est que ces murs ne sont pas porteurs, ils ne portent pas le toit. Ce n'est pas une construction ossature bois comme une maison. Une maison, eh bien, les cloisons, elles sont porteuses. Donc les sections de bois qui font l'ossature bois sont différentes de celles que j'ai utilisées. Pour autant, la technique est la même. Enfin, la même. Compte tenu du fait que je suis tout seul, j'ai aussi un deuxième problème à régler, c'est le poids. Je ne peux pas tout seul monter des murs. Donc je suis obligé de trouver des solutions pour manipuler des charges qui soient maximum de 30 kg. Alors, on s'est arrêté aujourd'hui à l'épisode 7, puisque cette vidéo sortira demain dimanche et que la dernière vidéo, c'est l'épisode 7. Mais vous allez voir, quand je fais l'autre façade, je l'ai faite d'un seul tenant. Et là, quand il faut la manipuler, même s'il y a des grands espaces pour les fenêtres, eh bien c'est très lourd. Ou tout du moins pour moi, c'est lourd. C'est compliqué à manipuler. Donc, côté nord, eh bien j'ai fait des morceaux, des panneaux qui respectent les préconisations d'ossature bois, tout du moins de construction ossature bois, avec ce que je vous ai expliqué, c'est le contreventement. Donc ce sont des panneaux indéformables que l'on peut venir jointer les uns contre les autres et qui font qu'on peut les manipuler beaucoup plus simplement. Bon, après je voulais tester plusieurs techniques, donc une fois j'ai fait l'ossature et j'ai posé le panneau après, une fois j'ai monté l'ossature et le panneau et j'ai tout installé sur le plancher. En fait, j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai essayé plusieurs méthodes. Si vous me suivez, vous savez que je suis curieux et que j'aime bien voir. Donc, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est la structure porteuse et c'est le contreventement pour éviter que les panneaux se déforment. Donc, il est vrai que si on construit une maison, on a des surfaces et des longueurs qui sont beaucoup plus longues. Et au lieu de mettre les panneaux verticaux comme je les ai mis, on les met horizontaux. Avec une longueur de 2,50 m, ça fait 5 montants verticaux d'emprise. Sauf qu'après, eh bien, comme il faut faire des quinconces, ça veut dire qu'il faut quand même avoir de sacrées longueurs pour pouvoir respecter le quinconce. Sinon, on se retrouve avec des morceaux d'OSB tout petits. Du coup, le fait que j'utilise le panneau vertical, eh bien, j'ai la rigidité du panneau qui est conservée et j'ai la possibilité de manipuler ces panneaux sans me briser le dos. Allez, maintenant la série des questions diverses. Donc on me pose la question de savoir si j'utilise souvent les forêts de l'avant-trou. Alors je suppose que ce sont les forêts qui sont étagées dont on parle, c'est-à-dire ce que j'ai utilisé pour ma cuisine aménagée, pour faire un trou et pour faire le fraisage de la tête pour les vis fraisées. Donc j'ai utilisé ce kit, mais c'est un kit bas de gamme, il est plutôt mal conçu, ce qui fait qu'il faut serrer très très fort la vis de pression, parce qu'il n'y a pas de méplat sur le forêt et donc ça a tendance à tourner et des fois à se coincer. Donc si ça existe, il vaut mieux prendre des forêts étagées sur lesquelles le forêt est vraiment solidaire de la fraise derrière, de manière à ce qu'il n'y ait pas dissociation et qu'il ne puisse pas y avoir désassemblage. Ensuite, ces forêts-là, ils sont mal conçus dans le sens où ils chauffent énormément parce qu'ils n'ont pas d'angle de dépouille. Donc c'est facile à affûter, par contre en termes de résultats, eh bien, ça fait chauffer énormément. J'ai une proposition de Gilles intéressante à laquelle je vais réfléchir parce que je veux garder l'ouverture au niveau de la ferme, en haut, au niveau du fêtage, et il me dit que lui, il a utilisé du polycarbonate. Alors c'est une bonne solution parce que c'est léger déjà et qu'il va falloir monter à 3 mètres de hauteur, donc monter avec du verre, c'est un peu moyen.
Et le polycarbonate, si j'ai bien compris, il en existe qui résiste au UV. Et en plus, il y a une isolation thermique. Alors ça, c'est intéressant. Donc c'est léger, ça résiste aux UV. Et il y a une protection thermique puisqu'à l'intérieur, il y a de l'air. Donc ça, c'est quelque chose que je vais étudier. Mais oui, je vais garder l'ouverture en haut parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et puis en plus, je pense que je vais faire une ouverture légèrement ouvrante, un petit peu comme les VMC, là, les systèmes comment dire, anti-fumée plutôt, pas les VMC, les systèmes anti-fumée, manœuvrables d'en bas pour pouvoir ouvrir l'été et faire partir l'air chaud. Alors Julien me demande qu'est-ce que c'est que ces fibres que j'ai mises dans le béton. Alors je vous montre un exemple. Alors ces fibres, j'en ai gardé un exemplaire. C'est la première fois que je l'ai utilisé. C'est mon magasin de bricolage qui me l'a proposé plutôt que de faire du ferraillage. Et c'est vrai qu'au premier abord, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que c'est ce truc? En fait, ce sont des fibres synthétiques, c'est du plastique. Alors, je ne sais pas quelle nature de plastique, si c'est du PVC ou autre. Et ce qui est expliqué, c'est que ça remplace le treillis soudé et c'est anti-fissuration. Donc, ça s'utilise aussi pour les planchers chauffants. Ça permet d'avoir un ciment qui peut être déformé. Et ça améliore la résistance à l'abrasion et au choc. Enfin, si j'en crois ce qui est écrit sur le paquet, c'est magique. Bon, moi, la semelle que j'ai faite, elle n'a aucune utilité stratégique sur la structure du bâtiment. Donc je risquais pas grand-chose. Ce que je voulais, c'était avoir une légère armature. Et en plus, avec ça, c'est assez simple. J'ai pas de ferraillage à faire, sachant que la section de la semelle était tellement petite que le ferraillage aurait été ridicule. Donc ça, c'était une bonne solution, même si c'est un petit peu excessif. Alors, on me parle aussi de l'intervalle que j'ai entre la panne et le mur en pierre. On me demande si c'est moi qui ai fait le mur en pierre, qu'est-ce que je vais faire derrière. Alors oui, c'est moi qui ai fait le mur en pierre. Et tel que vous le voyez, en fait, il est brut. C'est-à-dire que j'ai voulu faire une imitation de pierre sèche, de mur en pierre sèche, donc il n'y a pas de joint. Pour autant, il fait environ 30 cm d'épaisseur, ce mur. Et il y a du ciment sur les 20 derniers centimètres. Les 10 premiers centimètres, il y a un jour, on a l'impression que ce n'est pas jointé. Bon, il y a quand même 20 cm de jointement entre les pierres derrière. Et du coup, il est assez solide. Bon, je ne sais pas si à l'avenir je mettrai des joints, si je veux faire un parement propre ou si je vais le laisser comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'usage, je me suis aperçu que la pente qui est de l'autre côté, c'est-à-dire derrière la panne, côté route, en fait, est au même niveau que le mur. Du coup, l'eau, elle tombe du toit, il n'y a pas de gouttière à cet endroit-là. Elle va sur le terrain et elle finit par ruisseler à l'intérieur du garage. Donc ça, bien entendu, c'était acceptable quand c'était un hangar. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Parce que je ne veux pas que l'eau rentre dedans. Donc je vais être obligé de trouver une solution. Et on me propose de mettre un tube PVC, de creuser le derrière de la panne, de mettre un tube PVC, de le fixer sur le mur extérieur. Bon. Donc il y a effectivement quelque chose à faire. Alors est-ce que je le ferai avec un tube PVC? Je ne sais pas. Est-ce que je vais mettre du zinc? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que je vais être obligé de déposer la clôture et de creuser derrière le mur pour pouvoir faire une évacuation des eaux de pluie. Parce qu'une gouttière, mettre une gouttière à 10 cm du sol, je pense que c'est ridicule. Par contre, peut-être faire une goulotte pour canaliser l'eau, ce sera une bonne chose. Alors on me pose la question de savoir pourquoi je n'ai pas fait des murs en aglo plutôt que des murs en bois. Eh bien c'est un choix que j'ai fait, je ne voulais pas faire d'aglo. J'en ai fait par le passé et là je voulais essayer les murs en bois. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé d'aglo. Mais effectivement, j'aurais pu utiliser un aglo. Après, cette structure-là, c'est une structure légère, donc a priori démontable. Ça ne rentre pas dans la même catégorie que les structures sur lesquelles il y a des aglos. Et Robert m'a posé la question de savoir ce que j'allais faire sur le mur crépi, le mur qui n'est pas droit. Sur ce mur, en fait, il est destiné à recevoir tous mes outils. Et du coup, sur ce mur, je vais mettre des panneaux d'OSB. Donc peu importe si il est droit ou pas droit, je vais rattraper ça avec les panneaux d'OSB et avec la structure en bois. Alors ensuite, et pour terminer, j'ai deux questions sur les outillages. Donc on me pose la question de savoir si je vais faire un guide de sciage pour cette nouvelle scie. Je ne vais pas faire le boulot des gens qui conçoivent les outillages chez Peugeot, parce que j'ai vu qu'ils avaient sûrement prévu de faire quelque chose, vu que la semelle, elle est déjà rainurée. Donc une semelle rainurée, ça veut dire que soit on peut la monter sur un guide
existant polyvalent, je ne sais pas si ça existe, d'une marque qui fait des guides pour toutes les scies, ou s'ils ont prévu de concevoir quelque chose pour cette scie. Donc je vous présenterai, et ça c'était aussi une question qui m'est posée, quand est-ce que je vous ferai une vidéo de présentation. Elle va sortir mercredi. Donc mercredi, si mes souvenirs sont bons, ce sera le 15 avril. Donc elle va sortir mercredi et je vous parlerai de tout ça. Je vous parlerai de cette scie, je vous dirai pourquoi je ne mets pas de filtre à poussière, il y a plein de questions là-dessus. Et pour l'instant, non, je n'ai pas prévu de faire de rail de guidage, sauf si Peugeot décide de ne jamais faire de rail de guidage. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice de questions-réponses. Je suis curieux de savoir si ça vous intéresse que je recommence dans 3 ou 4 épisodes, puisqu'en fait, aujourd'hui, je vous ai présenté, enfin plutôt hier, est sorti l'épisode 7, et hier, j'ai fini de tourner l'épisode 11. Donc il y a au moins 4 épisodes, et croyez-moi, il y en a encore au moins 3 ou 4 de plus. Donc je peux, si ça vous intéresse, recommencer l'exercice d'ici 2 ou 3 semaines pour répondre à vos questions. Parce que malheureusement, technologiquement, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire un live. Donc laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse et si ça ne sert à rien. Je suis prêt à tout attendre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez aimé ou pas cette formule. Je vous dis à très bientôt dans un vrai épisode de bricolage. C'est dès lundi. Vous aurez un prochain épisode sur la réalisation de mon chantier Ossature-Bois. Mercredi, c'est une vidéo de présentation de tous les outils que m'a envoyé Peugeot pour tester sur ce chantier. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.